Pour ce dernier dimanche de l'année 2021, un invité exceptionnel face à Ousmane Gueye dans E-Tech. Le Sénégalais Ahmad Kama, champion mondial du piratage informatique sur demande pour s'être infiltré à distance dans la Tesla 3, le dernier modèle de voiture électronique du milliardaire américain Elon Musk, se confie sur la cybercriminalité au Sénégal et dans le monde. Le Sénégal est-il suffisamment protégé ? Quel sort pour les infrastructures stratégiques? Où va le monde à l'heure du cyberharcèlement et du chantage en ligne? La cyberguerre est-elle arrivée? Quelle éducation des populations? Formé à Dakar et aux États-Unis, après plusieurs prouesses à son actif de jeune expert, mais déjà grand par ses performances connues et reconnues dans le milieu de la tech, Ahmad Kama a choisi le groupe E-Media Invest pour sa première grande interview. À suivre ce dimanche 26 décembre 2021 après les éditions de 7h et 12h sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Numéro exceptionnel ce dernier dimanche de l'année 2021 parce que nous avons l'immense honneur de recevoir le jeune Sénégalais Ahmad Kama. Bonjour Ahmad Kama. Bonjour Ousmane. Merci d'être notre invité aujourd'hui, expert en cybersécurité. Une rapide présentation, vous êtes l'étoile montante de la sphère des hackers. Pour reprendre un article élogieux à votre sujet rédigé par le journal Le Monde en mai 2019, c'était au lendemain de votre distinction au Pwn to Own, une grande compétition internationale de recherche de failles informatiques. Cette année-là, vous réalisez l'exploit en vous introduisant à distance dans la Tesla 3, le dernier modèle de voiture électronique de l'américain Elon Musk, sud-africain d'origine. Soit rappelé au passage, votre voiture avec laquelle vous repartez en Amérique, mais que vous ne faites pas venir au Sénégal parce que, bien entendu, on connaît un peu la législation en matière de voitures électroniques dans notre pays. Vous repartez donc avec cette voiture en Amérique, en plus de plusieurs dizaines de millions de francs CFA avec votre compère chinois. C'était en 2020 que vous êtes parti du Sénégal, de votre pays de naissance. Là, on simplifie pour poursuivre vos études au pays de l'oncle Sam, dans une université de Boston. Qu'est-ce qui change d'ailleurs comme première question après cette fameuse distinction? Bon, je pense qu'au niveau technique, cette compétition m'a permis d'avoir plus de crédibilité parce que, en fait, ce n'est pas la seule compétition que nous avons remportée, mon compère et moi. Nous avons participé à 4 compétitions de ce type et on a réussi à gagner les 4. Donc, ça nous a permis d'avoir une notoriété, on va dire, dans le milieu de la cybersécurité, oui. Mais plutôt cette compétition avec la Tesla, je pense que ça fait plus de bruit puisque c'est plus accessible au grand public, on va dire. Mais ça, je pense que le plus d'impact que nous avons eu, c'est quand c'est dans le milieu des gens qui sont des experts de la cybersécurité. On a pu démontrer beaucoup de nos compétences en attaquant plusieurs cibles, quoi. Pas seulement la Tesla, parce qu'il y avait aussi des téléphones mobiles, etc. Des smartphones. Donc, voilà. Notamment à Shanghai, n'est-ce pas? Voilà, à Shanghai et à Tokyo. Comment on s'y prend quand on veut hacker un système informatique? Parce que curieusement, avant de vous recevoir à quelques minutes presque de votre arrivée dans nos locaux, mon téléphone s'est subitement planté. J'ai dû faire, bien entendu, un lien avec vous. On pirate un système informatique comment? Bon, pour pirater un système, je peux penser à plusieurs moyens de le faire. Donc, je pense que le moyen le plus commun, c'est quelque chose qui s'appelle le social engineering. Donc, en général, pour pirater le compte de quelqu'un, il suffit tout simplement de lui demander un email de phishing. Mais si on a un mot de passe, on n'a pas besoin de le pirater parce que on rentre dans le compte, j'ai envie de dire, tout sauf frauduleusement. Voilà, exactement. Donc, c'est la méthode la plus simple et je pense que c'est la méthode la plus prévalente en fait. Mais de l'autre côté du spectre... les méthodes les plus sophistiquées, disons. Voilà, de l'autre côté, il y a des méthodes beaucoup plus sophistiquées où il faut étudier la cible, où il faut connaître le système. Donc, si c'est un téléphone ou un ordinateur, il faut connaître le système. En fait, essayer de trouver des failles dedans
et utiliser ces failles pour infiltrer le système, quoi. Pour la Tesla, si on revient un peu sur cette compétition internationale qui vous a propulsé un peu au devant de l'actualité, qui occasionne en quelque sorte cette interview, ça s'est passé comment pour vous introduire un peu dans le système informatique de la Tesla 3? Donc pour la Tesla, c'était à travers le navigateur web. Donc sur la Tesla, il y a un navigateur web. Donc c'est ce navigateur que nous avons ciblé. Donc les organisateurs ont visité un lien sur un site qu'on avait mis en place. Et en visitant ce site, nous avons pu pirater le navigateur web de la Tesla. Donc pour préparer cet exploit, comme ils l'appellent. En fait, les organisateurs nous avaient envoyé le système informatique de la Tesla. Donc, on n'avait pas eu besoin d'acheter une Tesla, mais on avait juste le système informatique de la Tesla sur lequel on a développé ces attaques, en fait. Et on procède de la même manière si on veut écouter un téléphone à distance? Je pense qu'en général, la méthodologie est la même, c'est étudier la cible, passer du temps à trouver des failles et trouver un moyen d'exploiter ces failles pour infiltrer le système. Donc. Et comment donc faire pour ne pas être vulnérable quand on parle d'informatique? Donc je pense qu'en général, c'est bien d'avoir une bonne hygiène sur le net. On va appeler ça une bonne hygiène sur le net. Donc par exemple, moi, je n'ai pas d'antivirus sur mon ordinateur. Et je ne m'inquiète pas parce que je ne clique pas sur tout et n'importe quoi. Donc quand je parle d'hygiène, c'est télécharger n'importe quelle application. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui téléchargent des applications craquées, par exemple. En général, ça vient avec beaucoup de virus, tout ça, et cliquer sur des liens qui ne sont pas trop... Des liens douteux, quoi. Donc, je pense que tant qu'on ne fait pas n'importe quoi sur le net, on n'a pas à s'inquiéter. Oui, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas très simple ce que vous nous dites? Parce qu'il y a énormément d'entreprises dans le monde qui font preuve de beaucoup d'attention, de beaucoup de prudence en matière informatique, mais qui pourtant subissent régulièrement des attaques d'ailleurs qui leur coûtent des milliards de francs CFA. Ouais. Bon, là, moi, je parlais au niveau de l'individu, mais en termes de compagnie, de business, je pense que pour se défendre, il faut quand même avoir une équipe qui est dédiée à ça, quoi. Donc une équipe qui fait des audits réguliers des systèmes d'information de la compagnie, une équipe qui est là pour réponse en cas d'incident. Donc imaginez que vous vous faites pirater, comment limiter les dégâts. Donc voilà, il faut forcément une équipe ou bien employer des compagnies qui se spécialisent dans ça pour faire des audits de vos systèmes régulièrement pour voir s'il n'y a pas des failles, quoi. Oui, mais globalement, votre regard, pour vous qui revenez dans votre pays natal, le Sénégal, votre regard sur nos infrastructures critiques, comme on les appelle, toutes ces sociétés en charge de choses vraiment vitales pour nous, je pense un peu aux sociétés en charge de l'eau, de l'électricité, est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisamment protégées? Malheureusement, je n'ai pas trop d'informations sur ça, donc je ne peux pas dire si elles sont suffisamment protégées ou pas, mais je sais que ce sont des cibles intéressantes, on va dire, parce que, par exemple, on peut dire la Sénélec, juste la Sénélec avec leur moyen d'infiltrer le système Woyofol, puisqu'ils communiquent avec les compteurs qui sont à la maison. Je peux imaginer, donc ça, ce serait un impact financier, mais par exemple, peut-être la SDE a des systèmes pour automatiser, je sais pas, les circuits de l'eau, etc. Et c'est possible que ces systèmes fassent face au net, quoi, que ces systèmes soient sur Internet. Et donc, s'ils ne sont pas suffisamment sécurisés, s'ils se font attaquer, ça peut effectivement avoir des répercussions très sérieuses. Il y a des systèmes que vous avez déjà hackés à Dakar? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Oui, mais on comprend très bien, on vous présente comme un ethical hacker, autrement dit, vous hackez, mais sur demande. Est-ce que sur demande, c'est déjà le cas? C'est ma question. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui nous prouve que le ethical hacker va toujours rester ethical, va toujours rester éthique? Bon, je pense que le ethical hacker, on parle plutôt d'un job, quoi. Oui. Donc, c'est juste quelqu'un qu'on emploie pour qu'il teste le système d'information d'une compagnie. Donc, je pense qu'il n'a pas trop... son but, en fait, c'est pas de faire
autre chose que de tester le système d'information. Donc, s'il était vraiment intéressé par ça, il ne commencerait pas par prendre un job de ethical hacker. Oui, mais après tout, on ne sait jamais. On est dans le monde de l'informatique. On est peut-être dans le monde un peu du dark web, comme on dit. Bon, oui, c'est possible. Hein. C'est possible que vous employez quelqu'un pour qu'il teste vos systèmes et qu'il se retourne et qu'il vole des fichiers et tout. Mais je pense que c'est pas trop probable par rapport au ethical hacker. Quelqu'un qui serait intéressé par ça ne demanderait probablement pas la permission avant de... Je vous parle d'un pays que vous connaissez très bien, Ahmad Kama. L'Amérique, ces derniers temps, la Chine fait l'objet de toutes les polémiques avec son implication pour le cas du Sénégal. Je parle de la Chine parce que régulièrement, il y a une polémique avec les autorités américaines sur la 5G. La Chine impliquée dans nos infrastructures numériques au Sénégal, on parle beaucoup de possible piratage. Est-ce que vous pensez que là, il faudrait s'alarmer outre mesure? Pour moi, personnellement, je pense que le fait que la Chine soit impliquée dans nos infrastructures numériques, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que je pense qu'ils ont beaucoup à donner en termes de technologie. Ils sont très avancés. Et bon, en ce qui concerne s'inquiéter par rapport à leur implication, je pense qu'il faudrait se méfier de leur implication, mais au même titre qu'il faudrait se méfier de l'implication des Américains, oui, ou de tout le monde. De tout le monde, voilà. Donc, on est dans un monde, comme on dit, où tout le monde surveille tout le monde. Voilà, on est dans un monde où tout le monde surveille tout le monde, où tout le monde n'est pas à l'abri, où personne n'est à l'abri, quoi. Personne n'est à l'abri sur le net. Oui, donc, bienvenue à la Chine, au Sénégal, c'est ce que vous nous dites, mais en même temps, on doit faire comment quand on accepte, par exemple, d'y aller avec les Chinois en matière d'infrastructures numériques, mais derrière, on fait quoi? Bon, pour moi, il faut évidemment contrôler, je sais pas, leur niveau d'implication, oui. Parce que, oui, on délègue. Limité, vous voulez dire? Oui, on peut dire limité, oui. Mais c'est surtout savoir oui. Ce qui se passe, quoi. Donc, on ne peut pas tout simplement déléguer aux Chinois, aux Américains, aux Français et fermer les yeux. Donc, il faudrait vraiment qu'on essaye au moins d'avoir une main-d'œuvre suffisamment qualifiée pour savoir exactement ce qu'ils installent et ce qu'ils mettent en place, quoi. Oui, mais pour vous qui venez d'ailleurs, qui venez d'Amérique, est-ce qu'on peut comprendre que des sociétés étrangères aient une telle implication dans des projets aussi stratégiques au Sénégal, notamment sur l'état civil? Quand vous parlez du milieu digital. Oui. Oui, je pense je pense que c'est, comme je dis, je pense que c'est une bonne chose de prendre de tout le monde parce que les technologies sont partagées. Donc, je pense que employer, l'idéal, ce serait d'avoir des gens locaux. Oui. Qui s'occupent de ça, mais si on n'arrive pas à en trouver, on est bien obligé d'aller chercher de l'aide ailleurs, quoi. Le data center de Diamniadio, vous en pensez quoi? Le Sénégal qui se dote d'un gros centre de données à Diamniadio? Je pense que c'est un bon pas vers l'avant, on va dire, parce que je pense qu'il n'y a pas trop de data centers en Afrique, en fait. Donc, beaucoup de serveurs ou bien beaucoup de bases de données sont hostées à l'étranger. Donc, je pense que ce data center, il peut vraiment, nous propulser vers l'avant en termes de serveurs, stockage de données sur le net. Oui, mais beaucoup disent que c'est un data center à vue d'œil. Autrement dit, dont on connaît la localisation et même physique à Diamniadio. Vous pensez que c'est un problème d'un point de vue sécuritaire? Bon, je pense que en général, les data centers ne sont pas... Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de cacher les data centers. Du moment qu'il y a une bonne sécurité physique qui s'occupe de ça, je pense que l'autre problème, ce serait plutôt de sécuriser ça dans le monde digital, quoi. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à se faire par rapport au fait que tout le monde soit au courant de l'endroit où le data center se trouve. Oui, mais globalement, quand on parle de cybersécurité au Sénégal, à côté des entreprises, des États, il y a aussi les populations. Avec ces cyberchantages et ces cyberharcèlements qui montent, quelle sensibilisation en direction de ces acteurs-là qui ne sont pas toujours très avertis? Bon, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation par rapport à ça.
Le cyber-chantage, par exemple, ce n'est possible que si on se retrouve avec des données personnelles ou informations personnelles sur le net. Donc, je pense que, par exemple, moi, ma philosophie, c'est qu'il faut savoir que toute photo ou toute information qui se retrouve sur le net, et quand je dis sur le net, c'est sur un ordinateur ou téléphone qui a accès au net. Donc, toute information ou photo de ce type devient information publique parce que rien n'est privé sur le net. Donc, quand on upload des photos ou bien qu'on envoie des photos, il faut le faire en se disant que ça va être public. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on poste sur le net, quoi. Oui, mais comment peut-on comprendre le fait que malgré la sensibilisation, ces pratiques ou plutôt ces mésaventures continuent sur le net et qui touchent parfois de pauvres Sénégalais? Je sais. Bon, là, je pense que c'est peut-être une question de psychologie parce que c'est difficile de connaître la motivation des gens tout le temps, mais je sais pas, c'est vrai que malgré la sensibilisation, il y a des gens qui continuent à envoyer ou publier des photos compromettantes, donc c'est difficile. Je pense que je n'ai pas trop une explication par rapport à ça. Oui, et souvent ce sont des données hébergées sur des sites se trouvant à l'étranger. C'est tout le problème? Bon, je ne pense pas que ce soit forcément le problème, puisque le net est un endroit, on va dire, qui est free. Oui. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut sur le net. Mais qui échappe en fait à la législation du pays concerné, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai que là, ça pose un problème dans ce cas-là, mais c'est le net. Ahmad Kama, spécialiste en cybersécurité, notre invité ce dimanche sur e-radio. Bien entendu, avec lui, nous faisons le tour de l'actualité de la tech concernant la cybersécurité au Sénégal et à l'étranger. Et nous le recevons quelques années après qu'il s'est fait distinguer et de la plus importante, de la plus belle des manières, donc dans une compétition mondiale qui portait sur les recherches de failles informatiques. L'école nationale de cybersécurité à vocation régionale basée à Dakar, dans les locaux de l'ENA, est-ce que vous pensez que c'est peut-être l'illustration, la énième illustration que le Sénégal est bien en avance dans le monde cyber? Oui, je pense que c'est une très bonne initiative. Personnellement, je ne connais pas le contenu du programme ou quoi, mais je pense que c'est quand même une très bonne initiative. Ça montre que le Sénégal est en train de faire des efforts pour se diriger pour former des gens au Sénégal, des gens locaux dans la région, pour qu'ils puissent faire participer en fait dans le monde cyber, quoi. Oui, et sur le contenu, on devrait avoir quoi comme programme, selon vous en fait? Parce que bon, je pense que, on va dire, la cybersécurité, c'est tellement large qu'on peut considérer ça comme, je sais pas, comme de la médecine. Donc, il y a tellement de spécialisation que c'est difficile de parler d'un programme spécifique. Mais je pense que c'est pas simple là que je vous dise ce qui devrait être sur le programme parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités que c'est difficile en fait de vous donner un programme là. L'expert international, pour ne pas dire le ethical hacker mondial, Ahmad Kama répond donc en exclusivité à nos questions ce dimanche 29 décembre sur e-radio. Exceptionnellement, l'émission est plus courte que d'habitude en raison du temps à consacrer aux rétrospectives de l'année. La nôtre, autrement dit les moments forts des tech, arrivent dans la seconde partie. Vous aurez droit à quelques rediffusions de quelques temps forts. Le journal donc, et l'on se retrouve plus tard. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-radio. Né le 1er janvier 1992 à Dakar, des études de secondaire au lycée international bilingue, mais une licence mathématiques et informatique à Boston en Amérique, le jeune Ahmad Kama nous fait le plaisir d'être l'invité de ce dernier dimanche de l'année 2021. Nous avons beaucoup parlé de la compétition internationale qu'il a remportée avec son compère chinois pour avoir acquis la Tesla 3 d'Elon Musk, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il s'est fait également beaucoup distinguer dans plusieurs autres challenges
challenges dans le monde. Durant sa formation, mon invité se passionne pour une variété d'activités extrascolaires étroitement liées à la cybersécurité, en prenant part notamment à plusieurs compétitions de CTF, de Capture the Flag en équipe et remporte d'ailleurs la première place des tournois de MIT CTF en 2011 et de Hackathon CTF en 2012. Il est par la suite membre fondateur et organisateur de la compétition en ligne du Boston Key Party CTF en 2013. Bien entendu, s'amuser à présenter intégralement notre invité, c'est prendre le risque de parler tout au long de l'année 2022 parce que bien entendu son parcours est riche et varié. Nous allons nous en arrêter là. Certainement nous y reviendrons par endroits tout au long de la seconde partie, sauf qu'elle n'est pas très longue non plus en raison des rétros que nous allons vous proposer tout à l'heure. Alors Amath, depuis 2018 vous êtes de retour au Sénégal en créant votre propre cabinet de consulting Securune Technologies. Comment ça se présente pour le moment, le marché? Bon, je pense que le marché cybersécurité c'est un secteur qui est en croissance. Il y a beaucoup d'écoles. Je vois qu'il y a beaucoup d'écoles et d'instituts qui sont en train d'être mis en place. Je vois aussi qu'il y a beaucoup d'efforts au niveau de l'État ou bien des instituts de l'État qui sont en train de digitaliser et qui essayent de se concentrer sur la sécurisation des données. Donc, je pense que grosso modo, je pense que c'est un secteur qui est en croissance ici au Sénégal. J'ai l'impression que vous n'êtes toujours pas rentré au bercail. Bon, je pense que... Qu'est-ce qui explique cette impression de désintérêt? Mais on sent que vous n'êtes pas dedans, Amath. C'est ça aussi le constat. Bon, je pense que c'est pas forcément un manque d'intérêt. C'est plutôt que j'aime bien prendre mon temps, en fait. Donc, je prends mon temps avant de bien mettre les mains dedans. Récemment, j'ai mis en place un serveur Discord où j'ai invité beaucoup. Serveur Discord, c'est juste un serveur pour chatter, en fait, un serveur où on discute, partage des fichiers, etc. J'ai mis en place pour tenter de créer une communauté ici, quoi. Donc, on est déjà plus de 100 personnes sur le serveur. Donc, je pense que j'essaye de donner, en fait, partager avec les jeunes Sénégalais ou même les Sénégalais, en fait, en général, qui seront intéressés par la cybersécurité. Donc, c'est pas que je suis forcément désintéressé, mais je prends mon temps, en fait. Je prends mon temps, j'aime bien prendre mon temps pour bien faire les choses. Sauf que le numérique n'attend pas. Oui, ça, effectivement, c'est vrai, mais mieux vaut bien faire les choses, être prêt pour bien faire les choses que se précipiter, en fait. Votre clientèle, ce sont des Sénégalais? Non, donc en ce moment, je dirais que elle n'est pas carrément en marche, on va dire. Je l'ai mis en place, mais pas encore de clientèle. Donc l'idée, c'est d'employer des Sénégalais ou bien des gens dans la région, pas forcément des Sénégalais, et essayer d'offrir des services au Sénégal, en Afrique, pour sécuriser des compagnies, banques, etc. Donc, c'est vers ça que je me dirige. Ça coûte combien d'ailleurs le fait de vouloir se protéger? La protection, elle coûte combien? C'est coût, autrement dit. Bon, là, ça c'est... Je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de la cabinet, en fait. Donc, chaque cabinet va donner un prix pour ses services. Donc, c'est difficile, ça peut aller de pas grand-chose à très, très cher. Donc, c'est difficile de donner une réponse, en fait, pour ça. Votre regard sur les offres de formation, un message aux jeunes? Bon, je pense que le message que j'ai pour les jeunes, c'est que je pense que pour les gens qui sont intéressés par le monde du cyber, je pense que quelque part, ils ont une chance parce que c'est un milieu où, en fait, on n'a pas forcément besoin de diplôme et tout ça pour réussir, en fait, dans ce milieu. Parce que c'est beaucoup de gens qui cherchent des services, je ne sais pas, de développeurs ou bien de consultants en cybersécurité, etc. Leur préoccupation principale, c'est le niveau de compétence. Et le niveau de compétence dans ce milieu, ça n'est pas forcément reflété par des diplômes, en fait. Donc, je pense que quelque part, ils ont une chance. Donc, il faut juste que les jeunes croient en eux-mêmes et qu'ils
qu'ils pensent pas qu'il faut la permission en fait pour apprendre quoi que ce soit. Toute l'information est sur le net. Il y a tellement de ressources qui sont gratuites, qui sont accessibles en fait facilement. Et au final, le seul prérequis, c'est avoir un ordinateur. Donc je pense que ce serait mon message, c'est celui qui est intéressé doit savoir qu'il peut apprendre tout ce qu'il veut sur le net. Mais ce n'est pas, à vous écouter bien, à découvrir votre parcours, le diplôme n'est pas le plus important. Je pense que absolument, il y a des jeunes compétents ici. Et en fait, je pense que une des raisons pourquoi j'ai lancé cette communauté, c'est pour essayer de repérer, parce que je suis convaincu qu'il y en a beaucoup ici de jeunes compétents. Et c'est pas un de mes rêves, ce serait peut-être essayer de les aider, quoi. Donc, par personne. Une école de formation à Dakar? Non, pas forcément. Comme je dis, moi, je pense que je suis pas trop école de formation. Enfin, école de formation, oui, école de formation au sens classique. Comme je l'ai dit, moi, personnellement, je suis pas trop diplôme. Mais oui, effectivement, une école de formation pour les guider, les former, leur apprendre des choses, enfin, que moi je connais, parce que, comme j'ai dit, c'est très vaste la cybersécurité. Je suis allé à l'université pour faire de l'informatique et des maths, et je n'ai eu une université qui s'appelle Northeastern à Boston, oui. Et je n'ai eu à aucun moment des cours de cybersécurité. Donc, tout ce que j'ai appris sur la cybersécurité, c'était sur le net. Et c'est grâce à des gens que j'ai rencontrés là-bas. Avec des professeurs, d'ailleurs, si j'ai bien compris, qui vous étaient très proches. Voilà, notamment un professeur qui m'a guidé, qui m'a vraiment aidé. Donc, c'est pour ça que quand je dis que le diplôme n'est pas si important que ça. Ou le plus important, voilà. Donc, parce que, comme dans mon cas, je n'ai pas fait une formation de cybersécurité quelconque. C'est juste pour dire qu'il faut que les jeunes croient en eux et que ce n'est pas de la magie. Donc, il suffit juste d'apprendre, et leur chance, c'est que tout le contenu est sur le net, est disponible sur le net. Il y a quelque part un problème avec ce discours. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est l'idée que c'est une idée reçue en fait, qu'il faut forcément aller se former à l'école pour réussir dans le numérique, mais au final on se rend compte que c'est pas, même comme dans beaucoup de métiers, c'est bien d'aller se faire former, mais c'est l'effort personnel qui va faire la différence entre deux individus en fait. C'est l'effort personnel qui va faire toute la différence. Quelque part, il y a peut-être un legs français, mais même dans le cas des Français, je connais beaucoup de Français qui sont dans ce milieu, qui opèrent de la manière américaine, si vous voulez. Je pense que dans ce milieu de cybersécurité, c'est très différent des autres milieux en termes d'éducation, apprentissage, quoi. Donc même les Français, je pense qu'ils ne sont pas forcément figés sur la certification. Ouais. Merci Ahmad Kama d'avoir été notre invité ce dimanche sur iRadio. Nous avons été très ravis, très réjouis, très honorés aussi de recevoir quelqu'un de votre trempe, quelqu'un de votre stature qui a fait la une à l'étranger aujourd'hui, qui se retrouve devant un journaliste sénégalais qui s'appelle Ousmane Gueye pour débriefer ces temps forts et bien sûr nous projeter sur les années à venir. On vous souhaite bien entendu, très cher Ahmad, une très belle carrière à partir de Dakar. Nous disons bien entendu à partir de Dakar, et bien sûr nous vous souhaitons également beaucoup de marché pour le débutant que vous êtes dans la cybersécurité. Je parle d'un point de vue professionnel. Nous vous souhaitons donc une très belle carrière, une très belle année 2022 en espérant vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été si fidèles pendant cette année finissante, si fidèles depuis octobre 2018, depuis que nous avons démarré cette émission E-Tech sur l'antenne d'e-Radio, si fidèles depuis que nous avons démarré tout court notre très jeune carrière en journalisme IT. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, autrement dit avec la complicité et l'accord de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, autrement dit dans quelques jours.
jours, dans 3, dans 2 jours. Et puis, nous allons recevoir comme premier invité de la toute nouvelle année, de la prochaine année, un brillant universitaire que tout le monde connaît, j'imagine bien au Sénégal et ailleurs dans le monde. Dans quelques instants, comme promis, vous aurez droit à des rediffusions des temps forts de ITEC. Merci encore une fois pour votre attention, pour votre exigence surtout. On l'oublie souvent, l'exigence du secteur, parce que bien entendu on ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on ne dit pas n'importe qui. Merci à l'ensemble du groupe pour le soutien, parce que bien entendu si le groupe n'avait pas cette conviction forte que e-média, voyez donc le i déjà de média, doit se positionner sur le digital au Sénégal et ailleurs dans le monde, certainement nous n'aurions pas pu, certainement cette émission n'aurait pas sa place ici sur l'antenne d'e-radio. Donc merci infiniment à tout le monde, merci à l'ensemble de la rédaction, merci au secteur, merci à tous ces acteurs qui nous font confiance, j'ai envie de dire malgré notre jeunesse. Merci, 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 merci et merci. Dans un instant donc la rediffusion des temps forts d'ITEC et puis nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine Inch'Allah. Excellent dimanche, excellente semaine qui arrive avec la fin de l'année et bien entendu exceptionnellement nous vous disons excellente année 2022. ITEC, une émission proposée et présentée par Ousmane Gueye sur e-radio. ITEC, Ousmane Gueye, Lamine Touré à suivre ce dimanche 28 mars 2021 sur e-radio. Ce studio qui me rappelle beaucoup de souvenirs, c'était le studio de la chaîne internationale où j'ai fait beaucoup de journaux. Je vois que vous êtes un peu ému. Oui, naturellement. Wow. C'est vrai que... Mais vous arrachez des larmes, c'est pas facile. On va pas en pleurer quand même. C'est une joie. Je crois pas tellement aux larmes de plaisir. Alors, je pense qu'on peut y aller, jingle. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. ITEC ce dimanche reçoit un invité spécial. Bonjour Lamine Touré. Bonjour Ousmane Gueye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Émission spéciale, je disais tout à l'heure spéciale parce que vous êtes un grand homme de radio avec un parcours allant de Dakar à Paris en passant par Montréal et Moscou jusqu'à récemment, jusqu'à l'année dernière, formateur au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information où vous nous avez formés avec Mamles Camara à la radio pendant 2 ans. L'occasion de vous dire encore une fois, merci beaucoup. Ce dimanche, émission spéciale en plus, nous nous sommes donné rendez-vous dans les locaux de la RTS, la chaîne nationale, qui vous a marqué, qui vous marque encore. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure, parce que nous prendrons 5 minutes pour mieux faire connaissance avec vous, quoique vous soyez déjà connu, je l'imagine sans peine, de beaucoup de générations. Une enfance de Boy Medina, un peu comme Youssou N'Dour, primaire à l'école Medina A, vous partez ensuite au point E. ITEC sur e-radio. Bonjour à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous avons l'immense honneur de recevoir ce dimanche le directeur des affaires juridiques de l'ARTP, le régulateur des télécoms. Bonjour Khalidou Gaye. Bonjour Ousmane, merci pour l'invitation. Est-ce que tout de même Khalidou Gaye, ça n'est pas de trop? Non, tout est prévu dans la réglementation. Dans la réglementation, nous, en ce qui concerne les sanctions, il y a la disposition 177 du Code des communications électroniques qui définit ou qui organise les sanctions. ITEC sur e-radio. Merci d'être au rendez-vous de ITEC qui a donc le plaisir de recevoir ce dimanche Ibrahima Nour et Diagne. D'abord, je dois dire que je suis flatté par la présentation que vous avez faite de ma personne. Mon parcours est un parcours, c'est vrai, avec beaucoup de défis, mais tout à fait normal. C'est le nombre d'années qui justifie le nombre de références. Donc, je vous remercie de ce témoignage et j'en viens à votre question. Donc, le coronavirus, comme vous l'avez indiqué, après bientôt 24 mois, 2 ans pleins, est un élément aujourd'hui qui a bouleversé et qui est en train de restructurer pas mal d'activités. Côté État, comment est-ce qu'il faut l'apprécier? Parce que vous êtes certainement bien au fait de ces sorties régulières du chef de l'État qui demande que ça avance dans un contexte voulu d'ailleurs par lui, le fast-track, mais on a l'impression que l'administration, d'un point de vue général, résiste. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? La résistance est la forme la plus naturelle de l'être humain face à un changement. Donc l'exception, c'est justement de pouvoir suivre ce changement. La résistance est un acte de protection et de sauvegarde. C'est pas forcément un acte égoïste. C'est un acte qui est parfois nourri par une sincère
appréciation qu'on est en train de tenir quelque chose et qu'on est en train de bien le faire. Donc, il faut une impulsion. Comme vous l'avez dit, le chef de l'État, dans ses nombreuses interventions, revient sur le prix qu'il attache à la mise en œuvre de la dématérialisation. E-Tech sur e-Radio. Faudrait-il abandonner la télévision numérique terrestre au vu des lenteurs dans le projet et des nouvelles évolutions technologiques? Quel regard sur les 20 ans de Seneweb au Sénégal? Va-t-on vers la fin d'un journalisme au lendemain du métaverse annoncé par Facebook? Quelle régulation de l'audiovisuel et du CNRA? Comment faire face à l'ubérisation de la presse ici comme ailleurs? Pour en parler ce dimanche, Adamo Sow, ancien journaliste à la RTS. Là, avec Metaverse, qui change la donne, qui va renvoyer Internet au musée, déjà les médias vont encore avoir plus de difficultés par rapport à leur avenir. Il est aujourd'hui question d'interroger l'avenir des médias tel qu'il se présente aujourd'hui. Tout à fait. Pour Metaverse, on rappelle pour l'auditeur que c'est la nouvelle entité mise en place par Facebook qui va piloter l'ensemble de ces réseaux sociaux. On rappelle aussi que Facebook va toujours garder son nom, Facebook, et que effectivement Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et ses équipes, se plonge complètement dans l'Internet du futur. Mais oui, c'est une nouvelle Internet, réellement. C'est une autre page encore qui s'ouvre, une nouvelle civilisation, parce que ça va maintenant, carrément, c'est-à-dire Metaverse, ça va nous mettre dans la nouvelle dimension augmentée. L'innovation numérique est-elle en meilleure forme au Sénégal? Comment se portent nos startups? Quelles sont les solutions les plus en vue? Avec quel impact les entrepreneurs adressent-ils les difficultés des populations? Pour en parler ce dimanche, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide face à Ousmane Gueye, ce dimanche 3 octobre dans E-Tech, ancien directeur des services financiers et de la compétitivité au ministère de l'économie. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, Ousmane, si on regarde le nombre de personnes que nous avons financées ou soutenues, qui ont eu à créer des activités économiques, on est à plus de 125 000 bénéficiaires. Chacun de ces bénéficiaires a une épouse, un époux, des parents. Et par ricochet, il y a un effet multiplicateur sur l'économie réelle. E-Tech sur e-Radio.